Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Avec l'actualité d'aujourd'hui, on commence par la santé pour parler du centre hospitalier universitaire de Kigali, donc plus précisément le service des urgences confronté aux multiples défis suite à son rôle et à sa place dans le pays. Je vous propose de suivre le récit de Jean-Damascène Manéchine. Le centre hospitalier universitaire de Kigali reçoit de nombreux patients, dont certains en état d'urgence. Le docteur Doris Ouamalo-Lorette travaille au service des urgences au centre hospitalier universitaire de Kigali. Comme hôpital de référence au niveau national, il est largement fréquenté et les cas d'urgence sont souvent nombreux. Quelqu'un qui vient avec un arrêt cardiaque, ça c'est une urgence extrême. Il y a des gens, après avoir subi un trauma de trafic routier, qui peuvent se présenter en état de choc hémorragique, ou bien avec des fractures qui saignent beaucoup, ou bien avec des pertes des membres. Tout ça, ce sont des gens qui sont en urgence extrême. Aussi, parlant des maladies, des maladies chroniques comme hypertension, diabète et les maladies rénaux. Donc, ils peuvent aussi se présenter avec édème pulmonaire, ou bien avec les angines de poitrine, ou bien avec une insuffisance rénale aiguë sur une insuffisance rénale chronique. Alors c'est le genre des urgences qu'on reçoit ici et c'est des extrêmes urgences ou aussi des patients diabétiques qui viennent avec leur glycémie qui n'est pas bien contrôlée. Ça aussi, c'est le genre des extrêmes qu'on reçoit au service. Face à cette multiplicité de cas, le personnel soignant se démène pour venir au secours à ces nécessiteux le plus rapidement possible. Alors, on a un système de triage. C'est un système qui est standardisé au niveau international. Ce qu'on utilise a été adapté. Chaque patient qui vient ici, on fait ce triage, on appelle ça triage. Alors le triage, ça signifie on prend d'abord les signes vitaux et après les signes vitaux, il y a aussi les signes cliniques qui accompagnent. Alors après avoir considéré tout ça, les patients sont classifiés. On utilise des couleurs, il y a rouge, orange, jaune et vert. Alors les patients qui sont classés rouge, orange, ça ce sont des extrêmes urgences. Mais les patients jaunes et verts, c'est des patients qui peuvent attendre. Mais aussi, il y a quelqu'un qui peut se présenter étant dans la catégorie jaune, mais après une évaluation très rapide, on voit qu'il nécessite aussi des soins d'urgence. C'est pas à chaque fois qu'on considère la couleur, c'est pas seulement la couleur, mais c'est aussi les signes cliniques, l'état clinique avec lequel le patient se présente. Les infirmières qui travaillent quotidiennement au service des urgences indiquent qu'il faut se dépasser quelquefois pour satisfaire aux exigences familiales après le travail si épuisant. Christine Ouineza travaille au service des urgences depuis 22 ans. Ça nous affecte parce que parfois on est triste et on n'est pas content toujours parce que même si tu rentres à la maison, tu continues à penser le patient là qui est décédé, tu continues à penser le patient que tu as laissé qui est très malade, donc ça te suit même à la maison. Ça peut affecter d'une façon ou d'une autre notre famille. Face à ces multiples défis, les médecins du service des urgences estiment qu'il faut que chaque personne, en particulier les gardes malades, développe le sens de la coopération pour que les patients soient vite secourus. Les défis, je pourrais dire, c'est le nombre de malades qui sont nombreux par rapport au personnel soignant. C'est aussi des réactions émotionnelles, surtout des gardes malades, que parfois on trouve un peu exagéré, mais on ne juge pas vraiment ça parce qu'on sait à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est malade, il est difficile de contrôler ces émotions-là, mais on voudrait aussi supplier les gens qui amènent les malades quand même d'être coopérants et
qu'on puisse aider les malades ensemble. Fondé en 1918 sous la colonisation belge, le centre hospitalier universitaire de Kigali est le premier et le plus grand établissement de santé au Rwanda qui s'est modernisé au fil du temps depuis sa création. La Croix-Rouge du Rwanda considère qu'il est important que chacun ait les connaissances nécessaires pour prodiguer donc les premiers soins afin d'éviter que des personnes ne meurent parce qu'elles n'ont pas reçu les premiers soins. Cela a été répété ce vendredi à l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours. Le monde entier célèbre chaque 14e jour du mois de septembre la journée du premier secours. Alors pour cette année, le thème est centré sur les sports, donc premier secours et sport. C'est ainsi qu'au sein de la Croix-Rouge du Rwanda, nous célébrons cette journée aussi et ayant organisé ces matchs de football, là où il y a même intervention, là où il y a même secours, au cas où il y a un joueur qui connaît un problème, une fracture ou un autre problème. Au sein de la Croix-Rouge du Rwanda, comme dans d'autres Croix-Rouges ou Croissants-Rouges, nous faisons le premier secours. Mais il y a le premier secours communautaire et il y a aussi le premier secours commercial. Quant à ce qui est du premier secours communautaire, c'est le secours où les volontaires interviennent, par exemple quand il y a des mobilisations de masse. Il y a par exemple des campagnes organisées et alors quand il y a un problème, quelqu'un qui connaît un problème, il y a directement nos volontaires qui interviennent et qui viennent au secours de la personne qui a connu un problème. Mais ce qui est du premier secours commercial, si je vais mentionner que nous formons des gens qui viennent de différentes institutions, qui viennent de différentes compagnies, par exemple ceux qui font la minerai, par exemple les hôtels, il y a des ambassades, il y a d'autres organisations qui ont beaucoup de personnes en leur gestion. C'est ainsi que nous formons ces gens en premier secours. Et bien sûr, il y a des coûts pour ça. Ils paient la Croix-Rouge du Rwanda parce que c'est à partir de ces coûts que la Croix-Rouge parvient par exemple à payer du carburant, le maintien des ambulances, et le voyage des docteurs qui vont dans les districts ou dans ces compagnies pour donner ces formations. Et je voudrais mentionner qu'au sein de la Croix-Rouge du Rwanda, dans tout le pays, nous comptons autour de 65 000 volontaires formés en premier secours. Si je voudrais mentionner que si tout citoyen recevait cette formation en premier secours, cela les aiderait, je parle de toutes ces personnes, cela les aiderait à avoir une santé saine et cela les aiderait aussi à être mieux développés psychologiquement parce que à partir de ces formations, quand il y a quelqu'un qui connaît une fracture ou quelqu'un qui a un autre problème et qu'il est soigné, qu'il se rétablisse, cela mentionne ou cela signifie que des gens qui ont des santé saines sont capables de se développer, mais de développer le pays et ainsi alors avoir des bien-être social et même au niveau du développement économique. C'est ainsi que des personnes formées en premier secours contribueront au développement entier du pays ayant de bonne santé. Jusqu'à présent, la Croix-Rouge du Rwanda a déjà formé 68 000 volontaires à travers le pays en matière de fourniture, donc d'une aide de base de diverses manières, notamment par le sport, la lutte contre les incendies, mais aussi lors des catastrophes, des épidémies et des inondations. Selon cette organisation, ce nombre devrait être augmenté pour que les connaissances en premier secours parviennent au plus grand nombre.
On continue avec l'actualité pour parler de la population de la province du Sud qui se félicite de la décentralisation des soins ophtalmologiques. Ceux qui souffraient de cécité ont recouvré la vue, ce qui fait leur fierté. C'est une opération rendue possible par les activités conjointes des forces de police et de l'armée. Bertide et Amourigé se déplaçaient depuis 2 mois à l'aide d'une canne blanche, car la cataracte avait complètement altéré sa vision. Mais avec l'opération chirurgicale de cette dernière, elle a décidé de remettre fièrement la canne au docteur qui l'a traitée. Ce témoignage est partagé par un grand nombre de patients de la province du Sud qui ont bénéficié de soins similaires à l'hôpital de Kapgayi. Je vois clairement maintenant. J'ai vu une personne, le médecin qui m'a traité. Il m'a demandé « Vois-tu quelque chose ?» Au départ, j'ai dit non. Mais soudainement, quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai aperçu. Et j'ai crié « Oh, je te vois maintenant !» Et j'ai vu les autres personnes. J'ai vu la couleur de mes habits. Avant, je n'en savais rien. La maladie de cataracte a commencé petit à petit. Les gens m'ont dit « Tu vas attraper la cataracte » et je perdais la vue jour après jour jusqu'au point où je ne voyais plus rien. J'entendais les gens parler de telle ou telle personne, mais je ne pouvais pas les reconnaître. Je vivais dans une telle situation. Pour le docteur Théophile Touissabé, médecin directeur de l'hôpital de Kapgayi, il est important de décentraliser ces soins car la chirurgie de la cataracte réussit à un grand pourcentage et le patient peut alors recouvrer la vue. L'intervention chirurgicale de la cataracte consiste à extraire le cristallin opacifié et le remplacer par une lentille artificielle équivalente qu'on appelle un implant intraoculaire. Ainsi, le patient recouvre la vue jusqu'à la fin de sa vie, puisque cette lentille ne vieillit pas. Même si tu la recevais âgée seulement des mois, tu pourrais vieillir avec ça sans aucune altération. La décentralisation des soins auprès des patients nécessitant des traitements particuliers est désormais une habitude au Rwanda dans le cadre des opérations conjointes des forces de police et de défense. Cette politique s'inscrit dans une large vision du Rwanda de doter le pays des infrastructures médicales modernes afin de faire du Rwanda un carrefour des services médicaux dans la sous-région, une ambition que le pays compte réaliser en collaboration avec plusieurs partenaires dans le secteur de la santé. C'est le cas de Miss Belgique 2024, Kenza Johanna, qui s'est engagée à collaborer avec le Rwanda dans le traitement de la cataracte. Point de départ de son initiative, l'hôpital de Kapgayi au sud du Rwanda, où elle a accordé une attention particulière aux bébés souffrant de cataracte. Une action humanitaire qui, selon Miss Johanna, nécessite le concours de tout un chacun. Place maintenant au programme Livres pour tous, dont l'objectif est d'aider les enfants et les personnes adultes à avoir le goût de la lecture. Je vous laisse avec Kassim Youssouf qui nous en dit plus. Livres pour tous est un projet qui vise à aider les enfants et les personnes adultes à trouver facilement des livres de lecture au Rwanda. Ce que nous faisons dans notre travail, c'est de mettre ensemble les acteurs dans le marché des livres. Et donc dans le marché des livres, nous avons les écrivains, comme je l'ai dit, nous avons les imprimeurs, mais nous avons aussi les banques qui donnent des capitales pour que leur business puisse fonctionner afin de servir les end users, afin de servir les parents et les enfants aussi. L'un des challenges qui a été mentionné et souvent, qui est mentionné souvent, c'est l'accessibilité des livres, mais aussi les livres adaptés pour les enfants qui sont aveugles et aussi qui sont malentendants. Et en faisant ceci, c'est pour montrer qu'il y a des livres au Rwanda. Il y a des livres pour les enfants, il y a des livres pour toute génération, mais il y a quand même un problème dans la culture, dans la lecture. On n'a pas cette culture de lire souvent les livres. Alors ceci est juste pour vraiment encourager tout le monde de pouvoir prendre le temps d'acheter des livres pour les enfants. Il y a aussi le problème des livres qui sont chers. Ça aussi, c'est une discussion qu'on a avec les différents partenaires. Mais ceci est un commencement vraiment
de montrer au public qu'il y a des livres disponibles qui sont adaptés, mais on a besoin vraiment d'avoir cette culture de la lecture. Le représentant de l'organisation rwandaise de livres pour enfants, Eric Dusabimana, indique qu'ils sont confrontés à certains obstacles, mais que le projet Livres pour tous leur vient en aide. Je dirais que les livres que nous publions sont sur les thèmes différents. Par exemple, on publie des livres qui sont sur l'environnement, qui sont dans le contexte de promouvoir la culture ou les valeurs traditionnelles rwandaises. Donc, le plus souvent, ce sont des contes traditionnels, voilà, qui apprennent aux enfants rwandais les valeurs et la culture rwandaise. Et par rapport aux obstacles auxquels nous faisons face, aujourd'hui, je dirais d'abord le coût de l'impression. Le coût de l'impression est relativement très élevé, donc ce qui fait que quand nous imprimons à un coût élevé, nous sommes aussi obligés de vendre le livre à un coût élevé. Et ça, c'est un obstacle. Et ça, deux fois, les clients n'ont pas les moyens d'acheter les livres sur un coût élevé. Et ça, c'est vraiment un grand challenge pour nous. Et ce projet de Ibitabo Kuri Twese, donc le livre pour tout le monde, va nous aider à améliorer l'accès aux livres, parce que ça va nous permettre c'est comme une plateforme pour tous les éditeurs qui se rencontrent, voilà, qui partagent leur expérience, et le savoir-faire, les connaissances, et ça va nous permettre de produire plus et d'élargir l'accès aux livres, et de faire en sorte que les livres soient accessibles à tous les enfants à travers tout le Rwanda. Le programme Livres pour tous n'a pas mis à la marge les personnes en situation de handicap de vision, car elles ont aussi des livres adaptés à cette situation. Ce programme va en outre aider à trouver des solutions aux problèmes de peu de moyens pour trouver des livres au Rwanda, et à éliminer tout ce qui fait que les livres ne soient pas disponibles partout sur le territoire national. Le Rwanda, un pays des 1000 collines réputé par sa stabilité, respire la paix sans précédent sur base d'une politique inclusive qui réunit toutes ses filles et fils. Tout le monde jouit les mêmes droits, contrairement à la situation d'avant 2000, donc avant 1994. Depuis 30 ans maintenant, le Rwanda s'est engagé sur une voie de l'unité et de la réconciliation, une politique qui a déjà fait ses preuves, car le pays se développe considérablement, jour après jour. Pour y parvenir, piloté par un leadership visionnaire, le Rwanda a dû d'abord arrêter le génocide contre les Tutsis en 1994 et panser les plaies des rescapés en particulier. Ce passé sombre n'a pas étouffé la clairvoyance du leadership rwandais qui a réussi à barrer la route à la vengeance et à la répression pour asseoir une politique d'unité. C'est cette vision qui a permis d'intégrer les anciens combattants qui se sont désolidarisés des groupes négatifs qui opéraient depuis les forêts de l'Est de la République démocratique du Congo. La Commission nationale de démobilisation et de réintégration s'est vue confier la lourde tâche d'accueillir et d'intégrer dans la société ces anciens combattants. Et le processus est difficile, comme en témoigne la présidente de la commission. C'est ce qu'on fait, c'est la réception avant de procéder à la démobilisation. Après les avoir reçus, mais bien sûr, je vous ai dit que lorsqu'ils viennent, la majorité d'entre eux sont malades. Et la première des choses qu'on fait après la stabilisation, c'est de leur donner des soins médicaux. Nous avons des infirmiers à Mutobo, mais aussi lorsqu'il s'avère nécessaire de leur donner des transferts, ils vont au centre de santé d'Ogataraga et puis ils obtiennent des transferts. Nous avons des contrats avec beaucoup d'hôpitaux, à l'instar de l'hôpital de Ruhengeri et tous les hôpitaux aussi du gouvernement rwandais ici au Rwanda. Donc, ils ont vraiment ce droit de se faire soigner n'importe où au Rwanda. Bon, après la réception, après les séances de trauma counseling, nous leur donnons alors des cours. Les cours, donc ce qu'on appelle l'éducation civique.
Parce que ce sont vraiment des gens qui, lorsqu'ils sont toujours en République démocratique du Congo, sont coupés du reste du monde. Ils ne savent rien relativement à la gouvernance, parce qu'il n'y a pas de gouvernance là, de l'autre côté. Ils ne savent rien relativement aux lois applicables au Rwanda, si bien que nous faisons appel à beaucoup de partenaires pour venir vraiment leur prodiguer des conseils. Donc, ils font cela, nous appelons cela donc, le programme de réhabilitation. Ils le font pendant normalement 3 mois, s'il s'agit des gens qui sont arrivés volontairement. Et le délai peut être long s'il s'agit des gens qui sont venus forcément. Mais en principe, au cours des 3 mois, avec vraiment des séances intensives d'éducation civique et d'autres cours, lorsque nous pouvons évaluer et dire qu'ils sont en train vraiment comment dirais-je, ils se sont imprégnés de la vie des Rwandais. Donc nous faisons la démobilisation et puis nous faisons la réintégration par laquelle ils sont acheminés vers leurs communautés respectives. Et avant de clore peut-être mon propos relativement à la réintégration, je dois vous dire que contrairement à ce qui est fait dans d'autres pays, ceux-là qui viennent des forêts de la République démocratique du Congo et donc qui passent entre les mains de la Commission nationale de démobilisation, ils ont le droit de choisir où aller s'installer, où aller habiter. Donc, s'ils veulent, ils peuvent ou bien aller à Rubavu, Musanze, mais aussi dans d'autres districts, pourvu que ce soit sur le territoire rwandais. Contre toute attente, ceux qui sont rentrés de l'exil après plusieurs années se réjouissent de l'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié dès leur retour au Rwanda. Dans les forêts, il n'y a pas de vie. Personne ne nous a amenés dans les forêts de Masisi. Il y avait beaucoup de tirs de balles. Nous nous sommes dispersés vers différentes positions pour nous sauver la vie. Nous étions comme des lièvres au courant et il y avait des criminels et des innocents. Lorsque je réalise ce que notre président a fait en nous faisant sortir des forêts du Congo, celui qui ne voit pas ce qu'il a fait et ce qu'il continue de réaliser aujourd'hui, celui qui ne le voit pas, je pense qu'il n'est pas normal. Je suis bien au Rwanda, de tous les Rwandais où règne la paix, la sécurité grâce au leadership du président de la République. Il m'a donné le mutuel, il m'a donné la mutuelle de santé et il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas quoi dire d'autre qu'exprimer ma gratitude au président de la République. Après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, une grande partie des Rwandais a pris le chemin de l'exil et certains ne sont pas retournés au Rwanda depuis 30 ans. Les enfants de ces réfugiés ont toujours le désir de connaître le pays d'origine. C'est le cas de ces enfants qui vivent à Bangui, la capitale centrafricaine. Récemment arrivés au Rwanda pour une visite, ces enfants se sont déclarés émerveillés par ce qu'ils ont vu dans le pays. En fait, les gens qui ont le même âge que moi, si ce sont les Rwandais, je pourrais leur dire de venir voir de leurs propres yeux parce que si tu ne viens pas regarder par toi-même, tu ne peux pas bien comprendre et puis tu ne peux pas dire que c'est la vérité qu'on te dit. Ils peuvent dire que c'est parce que nous sommes là que nous sommes en train de dire ça. Non, c'est quand tu vas venir toi-même que tu vas regarder et confirmer que ce qu'on disait était la vérité. Et si ce sont aux étrangers qui parlent mal du Rwanda, à eux je vais leur dire que mon pays c'est pas ça. Le Rwanda c'est un pays vraiment uni qui regorge une population qui est vraiment unie, les gens travailleurs qui s'aiment, qui n'est plus comme avant, qui n'ont plus de rancune comme avant, qui avancent dans la paix. J'ai aussi appris d'être patriotique vu qu'il y a la patrie, c'est grâce quand tu as la patrie dans toi. Tu peux tout faire, tu peux te sacrifier. Vu que aussi, parmi tout ce que j'ai appris, il y a aussi un proverbe que j'ai appris, si tu ne verses pas le sang pour ta patrie, les chiens verseront sang pour rien. Et même déjà, rien que lorsqu'on était dans l'avion, même déjà,
Dans l'avion, lorsqu'on voyait, c'était de nuit, il y avait tellement de lumière. Nous, déjà, rien qu'en voyant ça, déjà, on se disait, oh non, le pays là, vraiment, il est joli, quoi. Parce que rien que de haut, quand tu vois partout, il y a la lumière, chose qu'on ne voyait pas tout le temps là où on était. Ici, rien que dans l'avion, on voyait déjà beaucoup de lumière. On voyait que, voilà, il y avait tout, quoi. Même dans les provinces, lorsque l'avion survolait, on voyait les lumières partout. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on était émerveillés, si je peux le dire ainsi. La richesse culturelle, la beauté touristique, le développement accéléré et la vision élargie des autorités rwandaises confèrent au Rwanda un caractère unique au monde qui continuera d'apporter plus de succès au pays d'Émilie Colline. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.